Le FC Metz a vécu un dimanche cauchemar après avoir sombré face à Toulouse sans totalement surprendre l'avis général. Retour sur la 8e journée de championnat et sur ses retombées sur le groupe de Stéphane Lemignan. Un deuxième déplacement consécutif attend les Messins sur la pelouse d'un Européen, le LOSC. Comment aborder la rencontre avant match? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graoli Mag. Il y a certains clubs, certains supporters qui voient la vie en rose et il y a les autres pour qui le week-end a été très compliqué, voire peut-être même trop compliqué, au point de ne pas encore s'en remettre ce lundi. C'est le cas de certains de nos chroniqueurs autour de cette table. On va faire les présentations, vous allez tout de suite voir qui est de bonne humeur et qui ne l'est pas. Et je vais commencer avec Stéphane Borbiconi. Salut Aymeric. Très bien, non mais je prends tout en compte. Je vous laisse faire votre propre avis. Gérald Russello est également avec nous. Salut Aymeric, salut Stéphane. Bien, on va faire un dernier chroniqueur. Vous avez l'habitude, ils sont 3 autour du plateau. Rémi Alézine est avec nous. Bonjour. Le bonjour était un peu moins. On est obligé de sourire dans cette émission. Oui, non, tu peux ne pas sourire si tu veux. C'est mieux quand même pour les caméras. Mais... Ah, on va essayer. De toute façon, ça ne changera plus rien. On va revenir évidemment sur ce match entre le FC Metz et le Toulouse Football Club. C'est l'heure du journal de la Ligue 1. Retour donc sur ce match entre le FC Metz et Toulouse, 4-0 pour les Toulousains. Pardon, Gérald, un non-match, un cauchemar, il y a plein d'autres synonymes, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Un week-end très compliqué. Ouais, week-end très compliqué, on s'y attendait. Enfin, malgré certains discours qui voulaient de l'optimisme, et c'est normal, on est quasiment au quart du championnat, mais il faut rester optimiste. Mais moi personnellement, en tout cas, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu, comme on dit. On savait que voilà, qu'il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Ça a été confirmé. On a une équipe qui joue sur une jambe. On a des joueurs qui sont pas au niveau physique, qui sont pas au niveau technique, qui sont pas au rendez-vous dans l'intensité. J'ai même pas envie de tirer sur l'ambulance parce que, encore une fois, peut-être. Alors c'est ce que je disais en off à Rémi tout à l'heure. Je pense que nous-mêmes, on s'est trompés en tant que chroniqueurs pendant ces derniers mois et même l'année dernière où on disait, par exemple, qu'on avait un milieu de terrain. Moi, je l'avais dit, un milieu de terrain que beaucoup d'équipes du Ligue 1 aimeraient avoir. Bon, on voit qu'on s'est trompé. On pensait avoir au début de saison un recrutement, on va dire à la hauteur, malgré les problèmes financiers. Force est de constater qu'on s'est trompé, on n'a pas une équipe de Ligue 1. Là où tout le monde a eu raison, c'est effectivement, il y a 2 championnats, il y en a peut-être même un 3e, parce qu'on se rend compte que même des équipes comme Toulouse, c'est une galaxie au-dessus de Metz. Donc on a une équipe du FC Metz qui joue, entre guillemets, qui essaye de jouer, qui est pas au niveau même dans la tête. Il n'y a rien qui va dans cette équipe et il n'y a rien qui risque que d'aller mieux. J'aimerais pouvoir être optimiste, mais je vois pas où on va là en fait. C'est vrai que dans ce match, ça a été à sens unique ou presque, même si ça se voit pas forcément dans certaines statistiques. Vous allez me comprendre, au niveau de la possession, ballon largement en faveur du FC Metz, 64% contre 36%. Néanmoins, 16 tirs à 2 pour Toulouse qui en a cadré 7. Metz en a cadré 2. 608 passes en l'honneur des Grenats contre 325. Rémi, évidemment, un match tué dès l'entame. Le Toulouse Football Club qui n'a eu qu'à attendre. Pour le reste, on va dire qu'on n'a rien vu. C'est rare que j'utilise des mots qui sont peut-être un peu trop forts, mais ce que j'ai vu hier, c'est indigne. Ce que dit Gérald, il y a certainement un soupçon de vrai dans le fait qu'on ait surévalué très certainement le niveau de certains, qu'on ait eu trop d'attentes sur quelques recrues. Mais quel que soit le recrutement et le niveau supposé, les 10 premières minutes sont indignes. Quels que soient les joueurs que tu alignes sur le terrain, tu ne peux pas faire 10 premières minutes à ce niveau-là, avec cette intensité, avec cette passivité, lorsque, en plus, tu joues le maintien, lorsque tu n'as mis que 2 points, lorsque tu joues une équipe qui n'est, parce qu'il y a toujours l'excuse de l'adversaire qui est supérieur, mais tu joues pas l'OM, tu joues pas l'OL, tu joues pas le PSG, tu joues Toulouse, et lorsque en plus tu as eu 2 semaines de préparation, et lorsque ton carnet de santé du nombre de blessés, c'est pas un fiasco en ce moment. C'est peut-être le plus faible depuis ces dernières semaines. Donc là, Michel Mboula manque à moi je suis atterré par ce que j'ai vu, j'ai eu honte, et j'attends qu'on me parle. Pas comme Sabali l'a fait en fin de match, je pense qu'on en parlera après, mais j'attends qu'un dirigeant du FC Metz vienne nous expliquer pourquoi cette équipe joue comme ça, pourquoi cette équipe se fout de la gueule des gens qui sont allés à Toulouse voir le match comme ça, en proposant ce fiasco de football
en déconnectant le cerveau, ce qui a été le cas de Sadibou Sané, en faisant des choix. On a un coach qui n'est pas du tout au niveau, à un moment, il faut le dire, il doit tirer plus de ses effectifs, il ne peut pas faire pire. Parce que moi, la question de savoir si est-ce que quelqu'un d'autre ferait mieux, personne ne ferait pire que 2 points, qu'une telle attitude, qu'un tel manque de solution aujourd'hui. Ce que j'ai vu hier, c'est abyssalement nul. On l'a rarement vu dans l'histoire du FC Metz, malgré quand même qu'on ait eu des épopées qui soient pas flamboyantes. Donc moi, je suis très énervé et j'en veux à beaucoup de monde. Et je ne pense pas qu'on ait vraiment surévalué cet effectif, parce que cet effectif-là, il doit valoir beaucoup mieux que ce qu'on a vu. Même s'il est évidemment pas très qualitatif, il faut l'admettre aussi. Évidemment, c'est ce match où il y a pas mal de choses à dire. Alors, vous l'aurez compris, pas forcément dans le positif. On va essayer de le faire peut-être dans l'ordre chronologique. Je vais commencer avec toi, Stéphane. La composition d'équipe de Stéphane Lemignan, on était un petit peu dans l'attente. Pas de grands absents, à part Michel Mboula qui était encore blessé. On va la voir, cette composition d'équipe, avec Jonathan Fischer dans les buts. Une défense plus ou moins à 5, on connaît ces systèmes hybrides, avec notamment Abouachvili qui a fait son apparition dans le 11 de départ. Traoré, Alpha Touré dans le milieu de terrain. On s'attendait peut-être à revoir Stambouli. Alors peut-être qu'on veut faire attention, on ne peut pas faire comme avec Michel Mboula qui était revenu très vite après sa blessure et qui a rechuté derrière. Quoi qu'il arrive, on a des choix. Ça, c'est une évidence. Des bons ou des mauvais. Malheureusement, sur ce match-là, pas des bons choix en tout cas. Alors, pour revenir sur l'analyse du match au global, évidemment, il n'y a rien de positif à tirer de ce match. Malgré tout, il y a beaucoup d'enseignements à en tirer, et surtout de ne pas refaire toujours les mêmes erreurs. Je m'explique. Sur le choix des hommes, peut-être Abouachvili, voilà, c'est peut-être un choix qui m'a un petit peu surpris. Mais sur l'aspect tactique et le choix des hommes, je n'ai pas grand-chose à dire. L'effectif est quasiment au complet. Il y a une certaine logique dans le 11 de départ. Moi, mon coup de gueule, c'est plutôt sur l'animation. C'est-à-dire qu'on est naïf comme une équipe de moins de 15 ans, c'est-à-dire qu'on est en Ligue 1. On est inférieur techniquement, on le sait, à cette équipe de Toulouse. On est en déplacement. Gérald disait, il n'y a rien à attendre de ce match. Si, moi, je pense qu'on peut faire un résultat à Toulouse. On aurait pu faire un résultat à Toulouse, parce que si on se dit on ne peut pas faire un résultat à Toulouse, dans ce cas, quasiment toutes les pelouses nous sont interdites de résultats, parce que Toulouse, c'est pas non plus Marseille ou Paris, c'est une équipe qui peut être à notre portée, à condition de respecter certaines choses. Dans l'animation, je vois une équipe, et je parle d'erreurs récurrentes, on est dans nos 6 mètres, on a le gardien pied sur le ballon qui fait une passe à 2 mètres. Mais on est naïf. Vous ne pensez pas que les équipes adverses analysent notre jeu? Elles se disent quoi? Toulouse, et je vous dis tout de suite, Lille, ça sera exactement la même chose. Metz, dernier, lanterne rouge, 2 points en 8 matchs, et ils continuent à vouloir jouer comme le Barça en partant de derrière. Mais il faut être un peu déconnecté de la réalité pour jouer et s'obstiner à jouer comme ça. Alors qu'un coach ait sa marque de fabrique, sa philosophie, je le conçois tout à fait. Castro à Nantes, par exemple, a le même type d'erreur, puisque contre Lille, ils ont concédé un but pareil en partant des 6 mètres. Et ils faisaient jouer Dunkerque de la même façon. Nous, à un moment donné, il faut s'adapter. Il n'y a pas de déshonneur à être un cran plus haut, à balancer des longs ballons sur Diallo et aller le soutenir derrière. Parce que moi, je n'ai jamais vu le FC Metz marquer un but sur une attaque placée en faisant 48 passes. Ça n'existe pas. Les autres équipes, voilà, elles analysent notre jeu, elles se disent Metz qui part de derrière, on va aller les presser haut. Et vous voyez Magri, vous voyez Emerson, vous voyez Bao, vous voyez Caceres, Francis, qui font monter le bloc et qui nous attendent et qui jouent sur nos erreurs. Et c'est pour ça qu'on prend le but très vite dans ce jeu. Donc il faut arrêter d'être naïf. Et Nantes, c'était exactement la même chose. Et Lille, ça sera la même chose. Je parle de Nantes contre Lille, et Lille qu'on va affronter dimanche. C'est vrai que tu en as parlé de ce tout début de match et peut-être de cette passivité, Gérald. C'est vrai qu'on a envie d'être positif et de chaque semaine se dire allez, c'est la bonne, où on peut espérer quelque chose. Là, 8 minutes, 2 buts, le suspense déjà aux abonnés absents. Je pense qu'il y en a plein qui ont peut-être coupé leur téléviseur ou autre. Alors pour la petite info, moi j'étais dans ma voiture pour le début du match que j'ai loupé et j'écoutais Thomas Jean-Georges. Donc l'ambiance je l'avais, je savais exactement ce qui se passait sur le terrain. Ouais, début de match, mais je veux rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Rémi. Moi je suis désolé, quand tu vois le physique même de certains de nos joueurs, pas tous,
mais on n'a pas un physique. C'est-à-dire le physique côté athlétique dans le volume ou dans le volume, dans le côté athlétique. Je suis désolé, un Alpha Touré, c'est un joueur de Ligue 2, c'est pas un joueur de Ligue 1. Et sur le but qu'on prend, justement, tu as raison, il se fait exploser de la tête. Tes milieux défensifs, t'es plus en Ligue 2, t'es plus en formation, t'es en Ligue 1 à Toulouse. Tu dois y aller avec le cœur, avec le jump et exploser le mec, surtout que t'es à 25 mètres de tes buts. Donc là, c'est de l'immaturité, c'est un manque de qualité. Peut-être tu as raison, Gérard. Qu'est-ce qu'il fait là? Aussi, il jouait même pas en Ligue 2, Alpha Touré. Qu'est-ce qu'il fait là? À Bouachvili, on l'a à peine vu depuis le début de la saison. On l'expérimente à un poste contre Toulouse. Il n'a pas les qualités pour jouer là, ça se voit. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait là? On nous a bassiné avec le couloir gauche, ça allait, il faut des balles au Touré, il peut jouer un match, mais mets-le proprement à un poste, arrête de faire des expériences et fais quelque chose de cohérent. Alors, ça manque peut-être de prétention, c'est peut-être trop simple, comme le disait Stéphane, mais soyons un petit peu humbles. On a une équipe qui a le droit d'essayer d'être efficace avec le peu de qualité qu'on a. Et pas d'essayer de prodiguer un jeu comme on a pu essayer de le faire l'année dernière. Ça a marché sur séquence. Depuis le début de l'année, ça ne marche pas, pire. Et c'est là où j'en veux à Stéphane Le Mignon. On est une des seules équipes qui, dans le jeu, régresse. Je ne pensais pas que c'était possible. Parce que plus les joueurs s'entraînent, la confiance. Plus les joueurs s'entraînent ensemble, plus cet effectif régresse. C'est quand même grave. Donc dès l'instant où tu es dans une régression, arrête d'essayer d'avoir le ballon pendant 70% du temps. Laisse-le à l'adversaire et exploite d'autres qualités. Parce que peut-être que tu peux tenter d'autres choses. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que vous êtes étonnés. Rémi, Gérald... On n'est pas étonnés. Non, on n'est pas étonnés. Mais Stéphane, on peut s'attendre à plus que les 10 premières minutes. Quand tu reprends le Graouli Mag au mois d'août, ce que je disais, et on disait oui, t'es sévère, non, c'est la réalité, t'es en Ligue 1, t'as un effectif très limité, t'as des recrues qui viennent trop tard. Mais ça ne doit pas faire 2 points en 8 matchs, c'est ça que je veux dire. Moi je suis d'accord avec toi que Metz perde contre Toulouse, c'est logique que tu ailles perdre à Toulouse, mais c'est pas logique de perdre 4-0, de prendre déjà 2-0, d'être complètement sous l'eau au bout de 10 minutes, ça c'est pas logique. Oui, mais c'est là que je veux te dire la qualité de l'effectif, on est d'accord. Tu n'as pas de hasard dans le football, Rémi. Tu dois préparer ta saison et tu dois respecter la Ligue 1. C'est pour ça que je dis qu'il faut la Ligue 1. La Ligue 1, ça se mérite. C'est pas je viens et j'improvise, on prend un arrière-gauche au mois de septembre, on prend un attaquant, on met tout ça ensemble. Et puis, on va finir 10e. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis d'accord à 100% Tu dois avec ça. préparer. Comme quand tu as un examen, tu fais tes devoirs. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance. On n'a pas des joueurs de Ligue 1. Concrètement, on n'a pas une équipe de Ligue 1. Donc, c'est normal que les mecs se fassent exploser tous les week-ends. Alors, si tu n'as pas une équipe de Ligue 1, le problème vient d'au-dessus, on le sait. Pourquoi tu repars au sol dans tes 6 mètres? Si tu n'as pas une équipe de Ligue 1, tu peux avoir moins de qualité que ton adversaire du jour, et tu peux faire un résultat. Parce que Stéphane Le Mignon mourra avec sa façon de jouer. Alors là, oui, comme Jean-Marc Furlan, je préfère mourir avec mes idées qu'avec les idées d'un autre. Moi, je suis désolé, quand tu es joueur, tu veux pas mourir du tout. Que ce soit avec les idées du coach, du voisin, tu veux pas mourir, tu veux être pragmatique. Et c'est ce que je dis, si tu n'as pas une équipe pour repartir de derrière et jouer dans tes 20 mètres, eh ben, il faut avoir un jeu beaucoup plus réaliste. C'est pas déshonorant, c'est pas balancer tout le temps, mais s'il faut, on n'est pas plus bête que les autres. On donne les buts 1 fois, 2 fois, 3 fois. À un moment donné, quand est-ce qu'on va se dire attends, ils viennent nous presser à 5. Eh ben, on évite le pressing, on évite les zones de densité adverse. Donc, on va chercher des zones. On a Diallo qui est bon dos au but et on vient soutenir en dessous. On n'a pas de qualité de percussion. Vous avez Gauthier Hein qui est excentré sur un côté, c'est pas son jeu, parce que en 1 contre 1, et c'est tout à fait normal, il a une très bonne vision du jeu, une très bonne qualité de passe, mais c'est pas le joueur qui va passer en 1 contre 1. Bouachvili, c'est pas assez puissant. Les mecs en face, c'est des dragsters. Sur les côtés, il faut des mecs qui vont à 10 000. Metali, ça va à 10 000. De l'autre côté, c'est très Dorum. C'est pour ça que je te parlais d'athlétique. Parce que quand tu vois d'un côté Sabali, de l'autre côté Gauthier, ben je suis désolé, c'est pas... Voilà, quand tu vois le physique des mecs en face, ben il y a un monde. Il n'était pas trop coté, hein. Moi je trouve qu'il était dans l'axe. On jouait à 2 quand on avait le ballon devant, et puis une espèce de 4-2-3-1 quand on n'avait pas le ballon. Voilà, après... Ça aussi, on peut en parler, ce schéma hybride, où il n'y a pas un mec qui est à sa place réelle. Voilà, un joueur comme Bouachvili, tu ne peux pas le mettre en arrière-gauche. Enfin, c'est lunaire de faire ça.
Bah là, oui. Comme Titsashvili quand c'est lui qui rentre, quoi. Oui, Enfin, il n'était pas arrière gauche. Tu as Ballo Touré derrière lui. Il était plus offensif. ouais. Mais il n'a pas, quand on a le ballon, la capacité à éliminer en puissance. Je suis désolé. À un moment donné, il faut faire les constats. On n'a aucun joueur qui fait la différence. On joue très bas. Techniquement, derrière, on n'arrive pas à ressortir les ballons parce que tu n'as pas un Nuno Mendes qui te prend le côté ou des mecs qui ont de l'expérience et la qualité pour. Donc il faut être pragmatique. C'est pas grave, ça veut dire qu'on va jouer sur nos points forts. Là, on joue sur nos points faibles et l'adversaire exploite nos points faibles. Ce qui fait une différence énorme qui est accentuée. c'est quoi nos points forts? Les points forts, tu peux avoir déjà la structure au niveau tactique. Parce que quand tu n'es pas aussi qualitatif techniquement, tu te reposes sur quoi? L'envie, l'agressivité, la communication, la tactique. C'est-à-dire que chacun sait ce qu'il a à faire au bon moment, au bon endroit. On se parle, on est compact. On va à Toulouse. Sauf que tu n'as rien de tout ça. On ne va pas faire une démonstration de football. On s'en fout de faire une démonstration de football. On a 60% de possession. Moi, j'en ai rien à faire d'avoir 60% de possession et 4 buts dans la musette. Je préfère avoir 30% de possession et en mettre un et repartir avec les 3 points. Et tu demandes aux joueurs, c'est exactement la même chose. Donc du coup, peut-être laisser le ballon, avoir un bon bloc, une bonne structure défensive et jouer en contre. Ce qu'on a vu dans la première mi-temps à Monaco, où on était capable de jouer très haut et de presser l'adversaire et de récupérer quelques ballons sur des seconds ballons, justement. Ouais. Et ça, on l'a vu. Et j'ai pas compris pourquoi ça s'était arrêté. Et on était en 3-4-3 de mémoire à Monaco. Et on a fait la seule fois où on l'a vu. On a fait des choses intéressantes et notamment on a pu marquer deux buts. Mais à un moment donné, oui, il faut respecter la Ligue 1, se respecter soi-même et s'adapter. S'obstiner, ça devient un peu une faute. Pour moi, une faute de tout le temps s'obstiner. Et tu perds la confiance de certains joueurs qui parfois ont l'expérience. Tu en parlais justement de l'expérience tout à l'heure. On l'a vu sur ce deuxième but, le pénalty concédé par Boubacar Traoré qui perd un petit peu ses moyens par envie, peut-être aussi parfois par tout ce contexte. On a vu aussi, et on va en parler, je sais Rémi que c'est l'image un petit peu qui a tourné ce week-end. L'autre geste, c'est l'exclusion de Sadibou Sané. Logique, évidemment, avec ce tacle au milieu de terrain, les 2 pieds décollés du sol. On parlait d'envie, mais là, c'est tout l'inverse de ce qu'on doit voir. Il y a une question de, Stéphane Luyan parlait de gestion des émotions. Ça va peut-être un petit peu au-delà, d'autant que c'est un joueur qui, il y a 2 semaines, disait en conférence, j'ai appris de mon erreur à Paris FC. Il refait la même en pire. C'est un joueur qui avait tout à prouver en Ligue 1 et qui est en train de prouver l'inverse des espérances qu'on pouvait avoir à son égard. Alors, on peut parler de cette faute-là, elle est inexplicable sur tous les plans. J'en ai parlé à Stéphane simplement avant parce que je n'ai pas été défenseur de première division, mais ça me paraît complètement lunaire de faire une telle faute avec un tel degré d'agressivité. Je suis sûr que tu es capable de faire ce même tacle. Ouais, mais il faudrait que ça serve à quelque chose. Sur cette zone du terrain où il n'y a pas forcément un danger de but. Bref, c'est complètement incompréhensible. On est face à une équipe qui non seulement est mal gérée, est mal entraînée. Je suis d'accord à 100% de ce qu'a dit Stéphane depuis le début de l'émission, et qui est mal encadré psychologiquement également. Parce que, alors, le principal fautif, c'est Sadibou Sané. Il n'y a personne qui a une manette de PlayStation et qui appuie sur le bouton pour qu'il le fasse, ce tacle. Pour autant, j'estime que dans un groupe qui serait plus serein, qui aurait l'impression de maîtriser un peu plus son sujet, je ne pense pas que tu dégoupilles comme ça. L'année dernière, en Ligue 2, il ne l'a pas fait, ce geste-là, parce qu'il était dans une équipe où il était peut-être mieux accompagné. Donc là, le geste de dépit de Le Mignan, j'ai envie de dire, c'est comme tout ce qui se passe depuis le début de la saison, c'est aussi quelque chose dont tu es responsable. Tu veux dire accompagné par Traoré, par exemple, Isma Traoré derrière, ou accompagné... Par exemple, pour moi, c'est la faute d'un joueur qui en manque de repères. Oui, c'est la faute d'un joueur qui ne sait pas quoi faire à ce moment-là du match, qui arrive dans cette zone du terrain pour faire une faute qui n'a absolument aucun sens et qui est complètement paumé. Et c'est un des mal de ce collectif. C'est aussi pour ça qu'au bout de 10 minutes, il y a 2-0. C'est parce que les joueurs, aujourd'hui, à l'heure de débuter ce match, ils sont complètement paumés. Ils arrivent sans confiance, sans solution, et ça nous donne ce type de situation. Donc là,
au-delà de cette faute-là, dont on peut repasser les images et on peut en parler 1000 ans, mais il faut un déclic dans cette équipe-là. C'est pour ça que quand j'ai commencé cette émission, j'ai réclamé à ce que quelqu'un de la direction du club intervienne, vienne parler, vienne tenser, encourager, vienne faire ce qu'ils veulent, mais il faut qu'il y ait une voix qui porte plus que celle de Stéphane Le Mignan, parce qu'elle ne porte pas. Elle ne porte pas assez. Il faut que quelqu'un vienne s'exprimer, vienne mettre les joueurs, le groupe face à ses responsabilités. Parce que ce qu'on voit là, c'est un club qui est de pire en pire, qui régresse de plus en plus, pour plein de raisons. Pas simplement pour des raisons sportives, pour des raisons structurelles également. Mais si personne vient parler, si on fait comme si... parce que j'ai trop... Là, au moins, l'avantage de ce match, c'est que je vois personne qui me dit on n'a pas de chance. On a joué l'OM, ouais, on est obligé de prendre 3-0 contre l'OM. On a joué Monaco, ouais, on a eu l'occasion de gagner 3-2. À chaque fois, on a une excuse. Oui, mais c'est pas de notre faute. C'est complètement de notre faute. 2 points en 8 matchs, c'est 100% de la faute du FC Metz. Le FC Metz ne doit pas être dans les 10 premiers de Ligue 1, mais il ne doit pas être dernier, déjà décroché et déjà avec un pied et demi en Ligue 2. Mais Rémi, tu ne dois pas être dernier, je suis d'accord avec toi, Rémi. Tout le monde est d'accord avec toi. Mais pour ne pas être dernier, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard dans le football. Tu dois faire certaines choses et respecter certaines choses pour ne pas être... Est-ce que je te dis l'inverse? Tu me dis ça comme si je te disais que c'était la fatalité. Moi, je te dis pas ça. Je te dis qu'il y a 1000 fautifs dans cette équipe. Je te dis pas que... Toi, tu me dis à chaque fois... C'est pas un hasard, mais je te dis pas que c'est un hasard. Je suis le dernier à te dire ça. Je suis le premier à tirer la sonnette d'alarme à chaque fois. Je reprends Salibou Sané. C'est une faute très grave, ce qu'il fait. Parce que, au-delà du rouge, il laisse ses coéquipiers à 10. On est à 2-0, le match n'est pas fini. On marque le 2-1. Tout peut changer très vite dans le football. Donc c'est son égoïsme, sa frustration personnelle qui est passée devant le collectif. Et dans un sport collectif, c'est inacceptable. Tu ne peux pas accepter ça. Maintenant, il faut essayer de comprendre et pas chercher des excuses. Quand, durant l'intersaison, on dit qu'il doit être transféré 10 millions, 15 millions, 2 millions, 8 millions, qu'il entend que tout le monde dit c'est une pépite, c'est le futur à Southampton, à Newcastle, et qu'au final il reste là, moi je pense que ça pèse dans sa tête. Sans chercher d'excuses, c'est inacceptable ce qu'il fait. Mais je pense que c'est toujours pareil, c'est des gestions d'intersaison, des gestions d'effectifs au niveau... Ça dépasse le staff au niveau du club. C'est-à-dire que lui, il faut lui dire, tu restes là, tu fais de... Moi, quand j'ai commencé en Ligue 1, au bout de 50 matchs, Jean Fernandez, je me rappelle, c'était à Nantes, il me dit, Borby, maintenant, je sais que tu es un joueur de Ligue 1. Et je dis, mais coach, j'ai fait 50 matchs en Ligue 1 et j'ai fait peut-être 80 matchs, enfin 70 matchs en Ligue 2. Et vous me dites, il me dit oui, parce que c'est pas parce que tu fais 2 matchs, 5 matchs, 10 matchs en Ligue 1 que tu es un joueur de Ligue 1. Il faut de la continuité, il faut de la régularité, il faut du calme, de la sérénité, il faut plein de qualités. Sauf qu'on encense ici à Metz, je trouve, hyper vite les joueurs. Futur Pépite, futur Si, futur Sadio Mané, futur... Et quand ils n'ont rien fait. Salibou Sané, il est jeune, il a joué en Ligue 2. Il n'a pas le niveau Ligue 1 aujourd'hui. Il s'est fait expulser à Paris FC. Au Paris FC avec une faute aussi très, très impressionnante, très forte. Il a dit que ça lui a servi de leçon. Il revient, il pète un câble, les fils se touchent, il laisse ses coéquipiers à 10. Ben, je suis désolé, il doit encore apprendre, donc il faut calmer un petit peu aussi dans les têtes. Et tu l'as dit, Rémi, un mot, l'humilité. Humilité. On est monté de Ligue 2 en Ligue 1, on respecte la Ligue 1 et on met les bleus de chauve. Tout le monde met les 18, les crampons 18, même si ça fait rigoler. Et d'abord, on défend ensemble, on se bat les uns pour les autres, avant de vouloir faire des petites passes claquées à 2 mètres du but, de dire « Ah bah super, on a 60% de possession, on a fait 12 passes, t'en as pris 4, t'as 2 points sur 24 ». Je veux dire, t'es la risée de la Ligue 1 et tu vas battre tous les records du plus petit nombre de points. Donc à un moment donné, il faut changer aussi dans les têtes et sortir le bleu de chauffe. C'est vrai, Rémi, que tu parlais de la communication tout à l'heure. On entend peut-être des gens discuter. Quand il y a des matchs, on entend le coach, on entend les joueurs aussi à la fin des matchs. On est un peu obligé d'écouter le discours de Cheikh Sabali. Après le match, une analyse à la mi-temps de Kofiko qui dit qu'il y a 2-0, c'est normal, on mérite rien, on n'a rien fait. Et ensuite, on a ce discours de Cheikh Sabali, on l'écoute, on revient dessus juste après. On doit bien travailler à l'entraînement, on continue ce qu'on est en train de faire. On n'a pas gagné, certes, mais il y a des bonnes choses.
C'est juste qu'on a encaissé juste le but au début, donc c'est ça qui nous a mis en difficulté. Et donc c'est à nous de bien travailler et on sait que ça va finir par payer. Alors le bon travail qui finira par payer, ça c'est une phrase qu'on entend un petit peu beaucoup, qui est sûrement vraie, ça Stéphane tu me le diras peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre comment on peut tenir un tel discours après le match, de voir des choses positives, de se dire que ça va payer. Force est de constater que plus les semaines avancent, comme vous pouvez le dire Gérald, plus les semaines avancent et moins on a de certitude, moins de repères. C'est un peu compliqué à entendre et à digérer, surtout après un 4-0 de cette manière. Soit c'est un clair manque de lucidité, mais là c'est très grave, parce que s'il a l'impression d'avoir vu de belles choses et d'avoir fait un bon match, il faut l'attacher à une chaise et lui faire visionner ce match une vingtaine de fois et lui montrer d'autres matchs où on peut voir une équipe qui essaye de jouer au football avec de l'intensité et de la volonté. Et si c'est de la communication, c'est très maladroit. À un moment, tu ne peux pas te moquer, il y a des gens qui regardent. Il y a des gens, chaque Sabali, qui ont vu que tu voulais partir, qui ont vu que tu as fait grève, qui ont vu que tu as mis des stories sur Instagram et qui te voient, qui voient quelqu'un qui te donne le brassard en fin de match, même si c'est symbolique et qu'il n'est pas capitaine parce que... Mais tu as 10 autres joueurs sur le terrain, c'est le dernier joueur à qui il faut donner le brassard. Quel symbole t'envoies par rapport aux supporters et à l'institution FCMS quand c'est à Sabali que tu donnes le brassard, quand tout le monde sort du côté du FCMS. Donc je dis beaucoup de choses, mais Sabali et l'humilité de dire que cette équipe, elle ne travaille pas bien à l'entraînement. Elle doit bien travailler beaucoup mieux à l'entraînement pour s'en sortir. Elle doit respecter le football, elle doit respecter la division dans laquelle elle est. Elle lui-même doit respecter le statut qu'il s'est auto-conféré en s'estimant supérieur et en voulant jouer dans une autre écurie que le FCMS, parce qu'il ne vaut pas plus que le collectif dans lequel il s'insère aujourd'hui. Donc voilà, soit il est très maladroit, et on va l'excuser, on va se dire bon, il a peut-être la tête dans le seau, et j'espère que quand il s'est reposé et qu'il va revoir le match, il va avoir un tout autre discours. Soit il croit à ce qu'il dit, et là c'est très grave. C'est vrai qu'on a entendu un peu vos avis avec plus ou moins de colère, qui est un petit peu le mot-clé de la suite. On a entendu évidemment Stéphane Le Mignon faire l'analyse de ce match et une question lui a été posée en zone mixte. Êtes-vous en colère après cette performance de votre équipe? Voici ce qu'il répond. Non, mais je suis en colère sur le contenu. Je dis encore une fois que Toulouse nous soit supérieur, qu'ils arrivent à nous malmener et puis qu'on craque, qu'on encaisse un but. Ça peut, parce qu'il y a une question de niveau et l'adversaire est de qualité de ces dernières semaines, il est en confiance. Maintenant, dès le départ, sans qu'ils aient à faire d'efforts de se retrouver avec un 0-2, ouais, tout le monde est agacé de ça, tout le monde est énervé de ça, de ce genre de situation. Parce que là, c'est pas une question de niveau, c'est pas une question c'est juste une question de psychologique plus que de jeu. Et l'aspect psycho, on pense que ça passe dans la semaine, et malheureusement, on n'est peut-être pas prêt, peut-être qu'on a un manque d'expérience par rapport à ça, on se dit que, parce que finalement, il y a des joueurs qui ont joué en Ligue 1, mais bon, il y a aussi des jeunes joueurs, ou des joueurs peut-être qu'on se dit ça va suffire, mais ça suffit pas, ça pécache, quoi. Ça pécache, et après, en Ligue 1, c'est dur de marquer des buts et de prendre des points. Il est vrai, Gérald, quand on utilise le mot colère, certains l'expriment à leur manière, il y en a de manière très véhémente, Stéphane Le Mignon peut-être un peu moins, ça fait partie de la personne, c'est vrai qu'il est un peu plus calme. On a connu pire et plus expressif pour exprimer de la colère. Oui, en même temps, la colère, s'il doit la mettre, il doit la mettre aussi sur lui-même. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui se dit facilement. On peut pas, c'est difficile de se remettre comme ça devant les journalistes en question, parce que c'est quand même le premier responsable. Même si c'est pas lui qui est sur le terrain, c'est lui qui est en première ligne. C'est lui qui fait les choix, c'est lui qui choisit de mettre certains joueurs. Voilà, apparemment, Alpha Touré était meilleur que Stambouli à ce moment-là. Allez savoir pourquoi. C'est lui qui... La colère, c'est vers lui-même déjà. Il doit se rendre compte quand même qu'au bout de 8 ou 9 journées, il n'a pas le niveau, malheureusement. Et Dieu sait que j'aime bien ce coach. Je l'ai adoré en Ligue 2. Mais là, faut se mettre en évidence. Il n'a pas le niveau. Et tout son staff, finalement, peut-être n'a pas le niveau de la Ligue 1, je ne sais pas ce qu'il faut à l'entraînement, mais quand tu vois le résultat, après 2 semaines de préparation, où tu n'as quand même pas non plus 15 joueurs qui partent en sélection, hein. Quand tu vois ce qui se passe après sur le terrain, et c'est le match-là, mais on peut en reparler sur les matchs précédents, c'est qu'il y a un problème peut-être dans le travail. Quand tu vois que Sabali dit on continue à travailler comme ça, la preuve que ça ne marche pas, donc faites autre chose peut-être, essayez une autre approche des entraînements. Parce que si c'est pour faire juste des taureaux, des machins, et t'arrives après, tu te fais exploser face à des équipes, même comme Toulouse, qui est quand même pas, c'est pas Marseille, c'est pas le PSG, c'est que tu fais quelque chose, tu le fais pas correctement. Donc,
Sa communication, elle commence un tout petit peu à monter on va dire en tension, mais ça reste lui le responsable. Donc c'est difficile de dire oui, je suis en colère contre moi-même. Et là, je pense qu'il commence peut-être même j'espère en tout cas, à se sentir en danger, parce que n'importe quel coach devrait se sentir en danger. Et il en a parlé en conférence justement de ce qu'il se sentait menacé. Il dit qu'il accepterait, qu'il continuera à se battre quoi qu'il arrive pour le maintien, qu'il accepterait ce qu'il doit faire, parce qu'on sait que c'est souvent l'entraîneur qu'on change en premier dans ce genre de contexte. Deuxième message qu'il a fait passer, celui de Bernard Serin, qui est descendu dans le vestiaire après la rencontre pour parler avec les joueurs. On a envie de dire, très bien, on parlait d'action, il y en a une, mais ensuite, par quoi ça doit passer? Est-ce que juste descendre dans le vestiaire, dire qu'on n'est pas content, est-ce que ça peut suffire, ou de voir ton président venir dans le vestiaire ou pas? C'est toujours un bon signal et une bonne intention que le président descende dans le vestiaire. Après, pour dire quoi, comment, avec quelle force de persuasion, est-ce que le message est entendu par les joueurs? À chaud, c'est toujours compliqué parce que vous êtes dans le vestiaire, encore avec les crampons, encore en sueur. À chaud, c'est inaudible parce que vous êtes sur votre performance, sur la déception. Mais après, dans la semaine, poser les choses, on ne peut pas reprocher au président de s'impliquer. Non, c'est quelque chose de bien. Après, il faut choisir les bons mots. Je pense que le mal est profond parce que quand vous avez 2 points en 8 matchs, il y a une perte totale de confiance en eux et aussi confiance dans le système, dans l'animation. C'est-à-dire que les joueurs ne sont pas bêtes, ils se posent des questions, ils se disent on ne gagne pas, on continue à avoir la même animation, est-ce qu'il ne faudrait pas changer? Et il y a un millier de problèmes parce que les remplaçants, un coach a toujours raison quand il gagne. Quels que soient ses choix. C'est le dernier mot, le jugement dans le sport de haut niveau et le foot, c'est les points et la performance. Donc à partir du moment où il perd, forcément il a tort. Et les joueurs, les remplaçants vont râler en disant oui, je joue pas et on perd, et donc il faut changer des choses. Donc c'est sûr que c'est compliqué, mais le président, bien sûr, c'est le boss. Moi, je l'ai eu comme président. C'est un président qui est très... on va dire pragmatique, terre à terre. C'est pas un discours, j'étais pas dans le vestiaire, mais c'est pas un discours qui va faire lever les foules. C'est pas un discours qui va, sur le plan humain, dire on est dans le même bateau, on a confiance en vous. Pascal Duprat, quoi. Oui, chacun son caractère, chacun son... Mais on est dans le même bateau, c'est nous qui allons nous en sortir ici, personne d'autre. On se serre les coudes, on a confiance en vous et il faut y aller. Mais bon, après, je ne sais pas quelle était la teneur du discours, mais pour moi, c'est trop tard. Enfin, j'espère que les résultats vont s'améliorer, j'espère qu'il y aura un déclic, j'espère que... Voilà, mais... Là, 2 points en 8 matchs, si on ne change pas, et je ne dis pas qu'il faut changer le coach, parce que je pense qu'il travaille bien dans le sens où Stéphane Le Million est, pour moi, un bon coach qui a une philosophie de jeu et des convictions très fortes. Ce n'est pas un coach qui veut balancer, il veut produire du jeu. On était content la saison dernière en Ligue 2. Donc il bosse bien, je pense, son système et sa façon dont il veut voir son équipe jouer. Le problème, c'est complètement décorrélé de la qualité de ses joueurs et complètement décorrélé de la dureté, du niveau de la Ligue 1. C'est un peu utopique de penser qu'à Metz, on va jouer à la baballe comme ça. Non, je suis désolé, la semaine, vous pouvez jouer comme ci, comme ça, jouer une D3 allemande, en coller 3. Toulouse, moi j'ai joué en Ligue 1, mais vous rêvez, si vous pensez que vous allez à Lille, par exemple, et faire 60% de possession et gagner 2-0. Mais vous rêvez. Donc est-ce que c'est le coach qu'il faut aujourd'hui au FC Metz? Non, je pense que c'est un coach intelligent. C'est tous une vision du foot qu'on adore. C'est un coach intelligent, et l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. Est-ce qu'il est capable de le faire? Il est peut-être un peu tard maintenant pour le faire. Je sais. Parce que ça fait... Il y a 2 phases cette saison. Il y a un début où les résultats ne sont pas là, mais le contenu peut laisser à penser que ça va s'améliorer. La défaite 3-0 contre Lyon, il y a des intentions de jeu qui aboutissent à quelques situations. Ouais. Contre Angers, t'es pas mal, tu perds ce match, et là c'est le déclic, mais dans le sens négatif. Monaco, il y a eu des périodes... Monaco, il y a des périodes... Monaco catastrophique quand même. Mais t'as pas été capable de les battre, alors que Lorient l'a fait, et que Monaco a eu d'autres mauvais résultats. Est-ce qu'aujourd'hui Stéphane Le Million est capable de s'adapter? Est-ce qu'aujourd'hui le président va le voir dans un entretien privé et lui dire maintenant, le constat que tu fais, Borby, c'est exactement le bon.
il faut que tu t'adaptes. Parce que ta philosophie, ta façon de travailler, ta manière de travailler, c'est quelqu'un qui bosse. On l'a vu, c'est quelqu'un qui respire le football, c'est quelqu'un qui regarde les matchs, c'est quelqu'un, je pense, qui a une analyse. Mais cette analyse, soit elle n'est pas bonne, soit il n'a pas envie, et là c'est un manque d'humilité, d'adapter son équipe à ces exigences-là. Donc s'il n'est pas capable, il ne faut pas attendre le mois de décembre pour le changer. Parce qu'aujourd'hui, le FC Metz a besoin d'autre chose que ce qu'on voit depuis le début de la saison et ce qu'on voit surtout sur les derniers matchs pour s'en sortir. Il y a urgence. On n'a pas le temps d'attendre à ce que ça joue mieux. On n'a pas le temps d'attendre à ce que les rouages, à ce qu'Abouachvili se fasse. On n'a pas le temps d'attendre que Titashvili soit enfin intégré ou pas à cet effectif-là. Il faut quelque chose qui fonctionne et qui aboutisse à des points. Parce que là, désolé, 4-0 contre Toulouse, au bout d'une minute 30, tu as compris que tu aurais 0 points. Mais la situation, elle est très très grave. Quelle est la meilleure solution pour avoir ces points? Je ne suis pas persuadé que ça passe par le jeu en Ligue 1. Donc peut-être. Moi, je ne suis pas persuadé que ça passe avec le Mignon pour l'instant. Quand on était en difficulté, je m'en rappelle, toutes les équipes de toute façon et tous les coachs veulent la possession, bien jouer, marquer, que le public fasse là-haut-là. Et après, on s'adapte à son effectif et à l'adversaire. Et c'est ça aussi la différence. Tous les coachs veulent un beau jeu, mais maintenant, il faut peut-être être un petit peu plus pragmatique, cadenassé. Et quand on sera 10e, bien calé, avec 10 points d'avance sur le relégable, peut-être qu'on repartira en 6 mètres à 2 mètres, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que tu as des joueurs capables de changer de philosophie de jeu et d'avoir une philosophie qui s'adapte justement à ce que vous dites? Parce que c'est très bien, admettons, on change de coach. Alors déjà, pour mettre qui, ça c'est un autre débat. Mais demain, là, tu changes totalement ta philosophie de jeu. Tu veux un jeu plus direct. Je suis désolé, on n'a pas des joueurs techniquement, tactiquement et physiquement qui sont capables de le faire. J'en suis pas certain. Mais les joueurs ont joué dans le passé dans d'autres clubs, avec d'autres coachs, dans d'autres systèmes, avec d'autres philosophies de jeu, je pense. C'est des joueurs professionnels. Si tu bosses aussi à l'entraînement une certaine animation, ça se retrouve quand même sur le terrain. Je sais pas, tu dis à Fischer, bon écoute, aujourd'hui, je dis pas sur les 6 prochains matchs, aujourd'hui, ils vont venir nous chercher, d'accord ? On allonge. Tu cherches Habib et on va en dessous. On gagne le second ballon et on joue un peu sur les côtés. C'est basique, je sais. Alors maintenant, l'air du temps, les formations de coach, balancer devant, il ne faut pas. De moins en moins. Le coach, il est nul. Mais s'il gagne, ou si tu fais un nul à Lille, tu prends un peu de confiance. Peut-être que 2-3 bonnes performances et ensuite tu peux peut-être un peu plus jouer, mais bon après. C'est vrai que tu parlais le but c'est de gagner. Tu parlais de la 10e place pour tenter de prôner un autre jeu. Pour le moment, le FC Metz en est loin. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de temps sur ce match contre Toulouse. On va passer à la suite. D'abord au résultat, si vous le voulez bien. Il y a eu d'autres matchs évidemment dans cette Ligue 1 avec le match nul pour commencer entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg, 3 buts partout. Victoire de Nice contre Lyon, 3-2. Angers fait match nul à Monaco. La large victoire de Marseille contre Le Havre, 6-2. Lens s'offre le Paris FC 2-1. 2 matchs nuls ce dimanche. Lorient-Brest, 3 buts partout. Rennes-Auxerre, 2 buts partout. Nantes-Lille, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Lille qui s'est imposé 2-0 au classement. Un petit peu de changement. Pas en bas, mais en haut. Un nouveau leader avec l'Olympique de Marseille qui repasse devant le Paris Saint-Germain. Strasbourg, 3e. Et Lille qui est 6e. Lille, le prochain adversaire d'AFC Metz. Toujours en bas de classement. Dernier avec 4 points de retard sur le 17e. Qui est également à 4 points de retard de la 15e place, première place non relégable. Mais ça, c'est un autre détail. On va revenir justement sur le prochain adversaire du FC Metz. C'est Lille, un candidat européen cette saison, engagé en Europa League. On va regarder les statistiques, si vous le voulez bien. 6e avec 14 points. C'est 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 16 buts inscrits pour 10 buts encaissés. Au niveau des meilleurs buteurs, Egaman ou encore Haraldsson, le meilleur passeur, Félix Correa. On pourrait citer d'autres joueurs comme notamment Olivier Giroud, Gérald. C'est vrai qu'on aime bien regarder un petit peu le calendrier pour essayer de voir quand est-ce que ça peut rebondir. Là, enchaîner un 2e déplacement consécutif après celui face à Toulouse contre Lille, c'est pas un cadeau. Et on ne parle pas non plus de la réception de Lens après. Non, il y a encore tellement de choses à dire sur ce match à Lens en plus. C'est la Ligue 1, donc on nous a bassiné en début de saison qu'il y avait 2 championnats.
En l'occurrence, maintenant, le nombre d'équipes qui ne sont pas dans notre championnat, elle augmente au fur et à mesure. Même Angers, apparemment, c'est pas non plus notre championnat. Enfin voilà, donc Lille, clairement. Que je fasse un point quand même sur tout ce que vous avez dit depuis le début de la saison entre qui est dans quel championnat à qui, parce qu'on se perd toutes les semaines. Non mais clairement. En tout cas, on joue pas l'Europe. Voilà. Ouais, mais quand tu vois encore. Quand tu vois ce que tu fais contre Toulouse dans l'intention, clairement, effectivement, il y a très peu d'équipes qui sont dans notre championnat, en tout cas en Ligue 1. Alors oui, ne pas perdre le Nord, c'est un très bon jeu de mots. Merci, déjà, je me casse la tête toutes les semaines, c'est pas évident. Non, c'est Raymond DeVos. Il est simple celui-là, je l'accorde. Ce sera l'occasion pour Olivier Giroud d'augmenter un petit peu son capital point, ça va de marquer plus de buts. Concrètement, il n'y a rien à attendre d'un déplacement à Lille, une équipe qui fait un très bon début de championnat, qui est sur ses standards, qu'on n'a pas vraiment réussi à manœuvrer ces dernières années. Comment ça, rien à attendre? Tu pars. Mais oui, c'est même plus définitif cela. Mais non, mais je partais pardon contre Toulouse et là c'est la même chose. C'est une manière de voir les choses. Être tout le temps déçu, tu peux être que bien surpris. Attention. Mais messieurs, je suis pas le seul à avoir ce constat-là. En fait, ils ont réussi en quelques matchs à dégoûter une nouvelle fois les supporters. Il ne faut pas oublier que les supporters et les suiveurs du FC Metz, on a la mémoire et on sait comment que ça fonctionne depuis des années. Hein, Stéphane, malheureusement, on le sait quoi. Donc là concrètement, on avait encore une fois cette hype de la montée, de pouvoir jouer peut-être contre des bonnes équipes comme Lille. Ah oui, ça. Mais là, tu sais très bien ce qui t'attend, tu sais très bien ce qui va se passer. Alors à moins de mettre le bus. Et si tu sais très bien ce qui t'attend, eh ben t'as plus de chances de l'éviter. Oui, la preuve contre Marseille, moi j'ai toujours une lueur, Toulouse, toujours de l'espoir, même si demain on va à Paris. Il en faut, évidemment. Je suis pas non plus irréaliste, mais je sais que ça va être très dur à Lille. Mais n'empêche que tu peux, en mettant certains ingrédients. On parlait d'agressivité. Oui, bien sûr. Mais ça fait combien de semaines qu'on dit ça? Mais bon. Et en début de saison, comme disait tout à l'heure Rémi, on pouvait avoir ce discours parce qu'on voyait du jeu. Mais ça fait 4 matchs qu'on n'en voit plus. Ça fait 4 matchs que les joueurs, ils ont un body language, désolé pour l'anglicisme, totalement de perdant en fait. Et tu peux pas jouer comme ça. Tu peux pas jouer comme ça dans ce championnat. Le truc, c'est que les attentes, tu pourrais les avoir. Pas l'attente de victoire, mais l'attente d'un résultat qui pourrait être miracle. Si contre l'OM, tu avais vu une attitude qui laisse à penser que. Or, contre l'OM, certes, techniquement, on le sait qu'on n'est pas au rendez-vous, mais dans l'attitude, on a été complètement à l'ouest. On a été face à une équipe qui a accepté de se faire taper dès les premières minutes par l'Olympique de Marseille. Et ça, j'ai peur, et c'est là que je ne suis pas confiant comme Gérald, j'ai peur qu'on le revoie face à Lille, parce qu'aujourd'hui, quelle est la posture du FC Metz? Est-ce que, alors, c'est au coach de l'insuffler également, mais c'est aussi aux joueurs de se concerner eux-mêmes par cette dimension. Et alors, certains joueurs ont de l'expérience, mais d'autres, peut-être qu'ils peuvent mesurer la chance qu'ils ont d'évoluer en Ligue 1. Et peut-être qu'ils ont envie personnellement de se mettre à ce niveau-là. Et ce niveau-là, c'est pas de réussir à éliminer 3 joueurs et de mettre une frappe en lucarne contre Lille. Alors, on souhaite que ça arrive, mais c'est dans un premier temps de se mettre à 400%, de faire un pressing et d'essayer de se faire respecter, ce qui n'a pas été du tout le cas contre l'OM. Ça, c'est les bases. C'est avant la tactique et c'est avant la technique. Mais ça, tu ne l'as même pas vu contre l'OM. Là, tu touches du doigt un point important, Rémi, c'est l'effectif et la fuite aussi des cadres. C'est-à-dire que quand tu as pu Udol, tu as pu Isma Traoré, Isma Traoré et Oukidja, c'est quand même la fin de l'histoire. Dans le vestiaire, ce que je disais en début de saison et à l'intersaison, avant même que la saison commence, je disais attention. Aymeric, tu me posais la question, il y avait Stéphane Lemillion en face de moi. Je me souviens, j'y étais. Qu'est-ce que tu penses, Borby, je dis, je m'interroge, et je voulais pas être trop dur non plus. Il y a eu une fuite de cadres qui, pour moi, n'ont pas été remplacés. Fischer, il ne parle pas français, c'est un bébé. Je veux dire, t'avais Oukidja, t'avais Boda, mais les gars, c'est logique. Qui a Lille, soit dit en plus. Quand tu dis de pressing, le coach, il a des relais sur le terrain. Il y a le capitaine et il y a des cadres. Déjà, le capitaine, j'ai dit au départ, c'est un très mauvais choix. Et même dans la tribune. Un très mauvais choix. Tu as des cadres qui font passer, des relais qui font passer les messages et qui sont les garants, comme tu dis, de l'expérience du groupe. C'est-à-dire quand on se fait balader, à un moment donné, on fait un point chaud, une faute,
on lève le bloc de 10 mètres, mais ça, il faut des mecs qui le disent. Oui, mais on préfère Alpha Touré que Stambouli aujourd'hui. Voilà, c'est pas moi qui décide de ça. Dans cet effectif, à part peut-être Stambouli, avec Bamin, à les épaules, oui, mais Bamin, il vient d'arriver. C'est pas un taulier non plus. Bamin, il doit faire. Mais je suis pas en train de te dire qu'on les a énormément. Je suis pas en train de te dire. Mais moi, la nuance que je te dis, c'est que Traoré ou Kidja, il ne fallait pas les conserver. Fin de l'histoire, tu arrives en Ligue 1, tu ne pouvais plus compter sur ces mecs-là qui ne jouaient même plus en Ligue 2. Par contre, je suis d'accord, il fallait les remplacer par des tauliers. Or, un type comme Habib Diallo, il est censé avoir les épaules pour endosser ça quand même. On ne le voit pas. Est-ce que tu le vois à Boyer? 3 ballons et demi par match. Oui, au-delà de toucher des ballons. Loin devant, et c'est pas son caractère. Bamin, certains l'ont mis la semaine dernière dans les tops du début de saison. Moi je veux bien, mais tu prends 5 buts par match. C'est fou ça. Dans les quoi? Dans les tops du début de saison. Non mais c'est un bon joueur, Bamin. Moi je trouve que c'est une bonne pioche. C'est une bonne pioche, mais tu prends 5 buts par match. On sait que c'est un bon joueur, mais quand il vient d'arriver, lui il pense d'abord à son intérêt. Et c'est normal, parce qu'il se dit, il faut que je m'impose, il faut que je montre, il faut que je gagne ma place de titu. Maintenant c'est fait. Mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que dans cette intersaison, qui a été très très mal gérée, parce que souvenez-vous, le lendemain de Reims, on est tous euphoriques. On se dit enfin, il y a un cycle, on va monter en Ligue 1, ça ne sera pas comme avant. Et patatras, Udol qui veut partir, Sabali qui est transféré, Idrissa Gueye qui truc, on doit vendre pour 20 millions. Voilà, et ceux qui sont arrivés, c'est limité et peu d'expérience. Les deux Géorgiens, Bouachvili, Tchitchashvili, jamais joué en Ligue 1. Qu'est-ce que tu veux leur demander de faire des 1 contre 1 contre... Est-ce que tu fais quelque chose pour Tchitchashvili pour qu'il s'intègre aujourd'hui? Mais oui, il a été trimballé, il joue pas. Mais tu manques de qualité, arrête. Non, mais oui, mais je veux bien, mais cette fatalité de dire que les mecs vont pas avoir envie contre Lille parce qu'il manque Traoré ou Kidja, c'est trop simpliste ça. Moi je suis d'accord que l'intersaison n'a pas été. Mais tu trouves encore des excuses à tout ce qui se passe aujourd'hui. Si c'était simpliste, je te dirais, c'est à cause de ça. Tu as 2 points en 8 matchs, c'est pas simplement à cause de l'effectif. Je te dis, c'est une partie du problème. Une partie, mais il y a plein de problèmes. Plus ça. Mais c'est une partie du problème. Le couteau entre les dents contre Lille, ils n'ont pas besoin d'Isma Traoré pour l'avoir. S'ils l'ont pas, c'est qu'il y a un gros problème de mentalité dans ce club-là. C'est ça. Exactement. Tu as besoin. Tu sais pourquoi? Parce que je vais te dire, les joueurs qui sont sur le terrain, un groupe, c'est pas que 11 joueurs. Un groupe, c'est une force collective, un supplément d'âme, c'est tout l'effectif. Et même si tu as Isma Traoré, le patron qui est dans la tribune, toi sur le terrain, moi je suis Salibou Sané, je fais pas n'importe quoi parce que je sais qu'il va me tirer les oreilles. Ça sur le terrain, les relais, le capitaine, ça c'est ce qui s'appelle un effectif, un groupe qui est fort. Quand t'enlèves de la force, des aboyeurs, même Oukidja, tout fou qu'il était, qui est plus, on n'aime pas, tu sens qu'aujourd'hui, quelle personnalité à cette équipe? Qui est capable de dire, à part Stambouli, taper du poing sur la table, ok, je rassemble. Non, Gauthier, c'est quand même, il découvre aussi un peu la Ligue 1, il est un peu discret, il est déjà focalisé sur ses performances. Je suis très à l'aise là-dessus, je t'ai dit dès la première seconde qu'il ne devait pas être capitaine de cette équipe, et avant même le début de la saison. Voilà, il n'a pas à être le leader de cette équipe-là, il doit déjà s'occuper de ses propres performances. Et Kouaou l'a dit à la mi-temps, il a dit on manque de caractère, de personnalité. C'est-à-dire la personnalité, c'est quoi? C'est dépasser le cadre strictement personnel et individuel pour penser équipe. Qui est capable de penser équipe et de s'élever aux personnes? Parce que tout le monde est comme ça par rapport à ses propres performances, le manque de confiance, le manque de caractère, le manque de légitimité. Et c'est ça qui manque aussi quand ça va mal. Quand tout va bien, on ne le voit pas trop. Quand ça va mal, moi, j'aimerais bien être une petite souris dans le vestiaire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des mecs qui rassurent les coéquipiers, qui donnent de la confiance, qui relèvent en disant « ça va aller, on bosse, on est fort, on est sûr de nous, il y a le coach et on y va ». Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs, malheureusement, qui sont capables de ça. On en revient à ce que je disais au début d'émission, ça ne sert à rien de tirer sur l'ambulance. Le problème, il est tellement profond au FC Metz. Il faut retourner des années en arrière et sur la structure même de la façon dont c'est géré le club pour retrouver vraiment les problèmes et pour pouvoir les résoudre sur le long terme. Ouais. Là, sur le court terme, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu es obligé de bricoler et d'un match à l'autre, espérer que... Oui. Voilà. Donc tu ne peux pas faire de miracle avec des joueurs qui n'ont pas le niveau. Là, tu ne peux pas changer les joueurs, donc la solution viendra de là. Donc il n'y a pas 36 solutions. Hein. Tu changes l'animation, la tactique, tu changes les joueurs, mais la solution, elle vient du vestiaire.
Messieurs, vous avez été inspirés aujourd'hui après cette défaite du FC Metz, une autre dans ce début de saison. Malheureusement, j'ai envie de dire, les matchs ça dure 90 minutes et nous, on dure un peu moins d'une heure. Donc il va falloir qu'on s'arrête là. Malheureusement, même s'il y a encore plein d'autres choses à dire. La saison est encore longue, on aura le temps de développer bien d'autres aspects. Ça commencera dès jeudi, évidemment. Merci de m'avoir accompagné et nous, on se retrouve très vite sur Moselle TV.